Le voilà, au décollage. Ça, c'était pas lui, mais presque. Donc ça, évidemment, il y a un petit passage un peu rapide. Donc à ce moment-là, il y a à peu près 500 mètres entre l'aérodrome et la vallée. Pour gagner un petit peu en altitude, Pégou a décidé justement de se placer au-dessus de la vallée de la Mérantaise, la même où j'habite encore aujourd'hui. Et je, pareil, lui laisse la parole. Épatant, je monte à 100 mètres et me dirige droit sur la vallée. Je décris un grand cercle et reviens face au vent. Je déclenche en piquant. Le parachute se déploie en 2 secondes. Après, je suis arraché le long du fuselage, prenant un bon coup de stabilisateur dans l'épaule. L'appareil se dérobe, mon parachute se tient étonnamment, malgré plusieurs cordes cassées. Je fais de la balançoire pendant que mon coucou fait le guignol tout seul. Ce gaillard-là, quand je lui débarrassais de ma personne, se sentant plus léger, pique, remonte verticalement, glisse sur l'aile, se rétablit, repique, se redresse, repique encore et s'écrase chez M. Kennel. Mon Pégou qui atterrit, lui, tout en douceur, dans un arbre à 6 mètres de haut. Et si vous avez bien suivi ce qu'il a écrit lui-même dans ses carnets, car j'ai oublié de vous dire que depuis mars 1913, Pégou a pris l'habitude de tout noter dans des petits carnets noirs, qui sont aujourd'hui malheureusement introuvables. Si jamais parmi vous, il y en avait qui l'avaient dans votre grenier, merci de faire appel à moi. C'est un peu mon Graal aujourd'hui. Et heureusement, vous avez Paul Bonnefond qui, dès 1917, a écrit un livre dans lequel il a repris énormément d'extraits de ses carnets, que j'ai pu vous lire là à l'instant. Donc, une fois que Pégou a été arraché de son cockpit avec son avion, alors livré à lui-même, est remonté droit à la verticale, a décroché sur la queue, on le voit sur le film qui a été donc filmé par l'équipe de Pathé, il est remonté une seconde fois à la verticale, redécrochage sur la queue, et là de nouveau il est allé s'écraser cette fois. On aurait dit qu'il voulait repousser ce moment inéluctable, pourtant, de s'écraser, comme si il était encore mu par une présence, on ne sait pas. Pégou dit même qu'il aurait presque réalisé un looping. D'ailleurs, à l'atterrissage, la presse se précipite, on l'ovationne, on le félicite, on sabre le champagne, et aussitôt il déclare à la presse présente, il dit « Vous l'avez vu comme moi faire le looping ? Vous voyez donc bien que c'est possible, aussi vais-je le tenter. » C'est-à-dire ce 19 août 1913 à Châteaufort, Pégou, après avoir testé son parachute, déclare qu'il va réaliser un looping. C'est important pour la suite de l'histoire. Là, il lui reste à convaincre Louis Blériot, évidemment, de s'associer à lui, parce que là, il n'a plus d'avion et il n'a pas forcément les moyens non plus d'acheter un avion à Blériot pour faire cette expérimentation. Donc il va le trouver. Et il lui dit, écoutez, j'ai une idée formidable, je vous assure, vous avez vu, mon saut en parachute, ça a très bien fonctionné. Mon avion, il s'est retourné, je suis sûr que je peux le réaliser. Alors, Blériot, très prudent, a dit, bah, écoutez, je vais réfléchir, et puis il le laisse un petit peu mariner comme ça quelques jours. Donc Pégou, très insistant, tous les jours, dès qu'il le voit, il lui rappelle, alors, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis, il arrive à le convaincre en lui disant, mais vous vous rendez compte, la publicité que ça ferait pour votre marque si je réussissais? Alors ça a dû le titiller au bon endroit. À tel point que Blériot a fini par accepter, mais à une seule condition, c'est que l'essai ait lieu en toute discrétion à Port Aviation, à Viry-Châtillon. Ce matin du 1er septembre 1913, donc quelques semaines plus tard, Pégou, Blériot, la sœur de Blériot, une femme dont on ignore vraiment qui elle était, peut-être la petite amie de Pégou, on ne sait pas. Un mécanicien, et je vous dis, ils étaient 5 ou 6. Et un journaliste, je crois que c'était Jacques Mortane, mais je ne suis pas sûr, qui travaillait à l'Excelsior à l'époque. Et juste avant de partir, 3 anecdotes, enfin 2 plutôt. Il y a le mécanicien, il prend son porte-monnaie, il le donne à son mécano, en lui disant « Tiens mon vieux, si jamais je ne reviens pas, tire à boire un coup à ma santé. » Et son mécanicien lui répond « Bah, je suis sûr de te le rendre tout à l'heure. » Personne ne doutait de la réussite de son expérience. La deuxième anecdote, c'est ce qu'il a dit au journaliste justement, juste avant de décoller. Il a dit « Qu'importe si je meurs, ce ne sera qu'un aviateur de moins. Et si je réussis, combien d'existences précieuses seront conservées à l'aviation ?» Il met le moteur, il crie « À la grâce de Dieu !» et le voilà qui décolle. Alors ce qu'il va essayer là, c'est pas le looping. Dans un premier temps, il y a une phase d'essai, c'est de monter à 1000 mètres d'altitude et de voler la tête en bas. Il est donc le premier à avoir volé volontairement la tête en bas. À 1000 mètres d'altitude, il pique vers le sol
et poursuit sa manœuvre en se mettant sur le dos. Il vole ainsi sur 400 mètres, l'essai réussi, puis se rétablit, moteur coupé et atterrit. Dans le ciel, il forme un immense S, et c'est un véritable succès. J'ai oublié de vous dire que, pour s'habituer à la position de tête en bas dans les airs, le 27 août 1913, il avait fait placer son avion sur des tréteaux à Buc. D'ailleurs, on le voit là, ça c'est la photo originale. Et on l'aperçoit ici, on voit son bras, là. Et il avait dit, vous ne me décrocherez que lorsque j'aurai les oreilles rouges-vermeilles. Pour vous dire, là on le voit juste avant le départ. Voilà. On disait Juvisy-sur-Orge, mais je me suis fait un jour tirer les oreilles par M. Bédet, qui est donc passionné par Port Aviation, qui m'a dit non, 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 Port Aviation, ça n'est pas Juvisy-sur-Orge, c'est à Viry-Châtillon. Il m'a sorti tous les plans, alors depuis je fais très attention à ce que je dis. Donc contrairement à ce qu'on disait à l'époque dans la presse, tout simplement parce qu'il y avait la gare de Juvisy qui était pas loin et du coup on confondait véritablement les lieux. Donc c'est bien sur le territoire de Viry-Châtillon qu'il a fait ce premier vol tête en bas. Le lendemain, le 2 septembre 1913, à Buc, il réitère cet essai, cette fois devant les autorités civiles et militaires qui sont venus et quelques publics. Et d'ailleurs, ce jour-là, il va dédicacer énormément de cartes postales qu'on retrouve en assez grande quantité. Et justement, cette carte postale, je ne sais pas si on va la retrouver facilement. Voilà, ici le S qu'il a décrit, celui que je vous ai montré. Là, ils mettent 500 mètres. C'était 400 mètres à Viry-Châtillon le 1er septembre et 700 mètres le lendemain à Buc. Il est vraiment ovationné, là, il devient un véritable héros. Alors, la Pégou, il fait la une de toute la presse. Hein, j'ai des dizaines de journaux qui relatent cet exploit. Et beaucoup d'ailleurs vont essayer de l'imiter, avec plus ou moins de succès. Je ne saurais tous les citer, mais il y en a malheureusement qui se sont tués en voulant faire l'expérience qu'il avait tentée. Mais lui, ce qu'il a prévu, Pégou, ce qu'il a annoncé le 19 août 1913, c'est le looping. Il s'y prépare, et là, ça n'est que le 21 septembre, à Buc, qu'il va effectivement, à l'issue d'un show aérien pendant lequel il va faire tout un tas de figures inédites pour l'époque, il va finir son programme, hors programme, comme il le dit lui-même dans ses écrits, en réalisant le premier looping. Alors, il faut rétablir la vérité, car il y a depuis très longtemps une polémique autour de qui a réalisé réellement le premier looping. Moi, je vais vous donner ma version. J'en suis sûr, pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai les documents qui le prouvent. Mais effectivement, le 9 septembre, donc une douzaine de jours plus tôt, vous avez Piotr Nesterov, qui était un militaire russe, qui avait entendu parler évidemment des exploits de Pégou, notamment son vol tête en bas, et son premier saut en parachute, et un peu fièrement, devant ses camarades militaires, il avait, lui, effectivement réalisé sur un Nieuport ordinaire de l'armée du Tsar, un looping. Et la preuve en est que dès le lendemain, et j'ai l'article le 10 septembre, oui c'est ça, le 10 septembre, donc le lendemain du 9, il y a un journal de Saint-Pétersbourg qui a relaté l'événement, donc là c'est indiscutable, et vous avez en plus un procès verbal qui a été signé justement par tous ses camarades militaires qui ont assisté à l'expérience. Peu importe, de toute façon, Nesterov, lui, pensant en tirer des lauriers, au contraire, a été sanctionné par sa hiérarchie, il s'est retrouvé en prison pendant 10 jours pour avoir mis en danger sa vie de militaire et évidemment le matériel de l'armée. D'ailleurs, Pégou par la suite a été amené à faire une énorme tournée européenne, il a été accueilli en grande pompe, c'est moi l'expression un peu familière, en Russie, où le tsar l'a vraiment considéré comme étant l'inventeur du looping. En tout cas, c'est lui qui l'avait annoncé, c'est lui qui l'avait préparé, même s'il faut reconnaître que Nesterov a bien été le premier à le réaliser concrètement, physiquement, dans les airs. Le 23 septembre, cette date devrait évoquer quelque chose. Pour vous, là je vous rappelle, le premier looping de Pégou le 21. Donc 2 jours plus tard, nous avons Roland Garros qui traverse la Méditerranée. Je ne sais pas, j'avoue, quelle relation ils avaient. Je sais qu'ils fréquentaient tous les deux Buc, a priori, Port Aviation également, mais je ne sais pas, j'ai pas retrouvé d'informations concernant une éventuelle amitié, ou en tout cas, ils devaient se côtoyer forcément. Voilà. Dès lors, c'est un véritable succès pour lui. Il va être amené à aller partout en Europe. Je vais devoir abréger parce que j'ai peut-être un peu débordé. Donc il va être amené à aller un peu partout en Europe. Alors il va aller en Italie, en Allemagne, où il va remporter un succès considérable
En octobre 1913, je n'ai pas la date précise en tête, mais le samedi, il rassemble, et ça ce sont les billets de transport entre Berlin et l'aéroport de Johannisthal qui se trouve juste à côté, il rassemble plus de 400 000 personnes le samedi et 600 000 le lendemain. 1 million de personnes sur le week-end. Moi je demande aujourd'hui qui est capable de déplacer les foules autant que ça. Il a été à Prague, il est allé un petit peu partout, à Londres. Il a commencé d'ailleurs sa tournée à Hendon, près de Londres, parce qu'a priori, il ne pouvait pas encore faire vraiment ses exhibitions en France. Il les a faites par la suite, il est revenu sur Paris. Il a aussi participé au 5e, comment on dit précisément. Aujourd'hui, on parlerait bien sûr du Salon du Bourget, mais les origines de ce salon, c'était le grand salon de l'exposition aérienne, c'est ça? Locomotion aérienne, merci, à chaque fois je trouve jamais ce terme, effectivement. Vous avez le stand Louis Blériot avec le Blériot 11, bien sûr, qui du coup est devenu très populaire, et je dois l'avoir quelque part sur la diapo. Un énorme panneau situé devant l'avion avec les exploits de Pégoud. Ça, c'était une photo amusante et très rare. Figurez-vous qu'il a été tellement célèbre qu'il a été amené à participer aux Folies Bergères. Alors, j'ai les articles de journaux qui ont relaté cette soirée. C'est délicieux, hein, parce que en dehors d'être un excellent pilote, apparemment, il avait beaucoup d'humour et il avait réussi à faire rire l'assistance. Et d'ailleurs, à la fin, il avait confié à un journaliste: je le tenais comme mon avion, le public, en parlant du public, je le tenais, je pouvais le retourner comme mon avion. Enfin voilà, il avait utilisé une métaphore. Là, on le voit avec les responsables de chez Pathé. La carte postale dont je vous parlais tout à l'heure, excusez-moi. Vous avez eu le temps de la découvrir, elle est datée donc du 2 septembre 1913. Je rappelle le premier looping de Nesterov le 9 septembre et le sien le 21. Donc là, on est le 2, bien avant. Et pourtant, il écrit « Au brave et très sympathique monsieur et madame Quentin, en souvenir de ma première expérience de parachute et de looping. » Non, non, il n'avait pas fait de looping à cette date. Donc ça m'a intrigué pendant très longtemps. Et la réponse, elle est dans le tout petit article de journal sous une photo, mais vraiment une légende, le fameux, vous l'avez vu comme moi, faire le looping, the loop. Vous voyez donc bien que c'est possible aussi, vais-je le tenter. En fait, quand là, sur cette carte, il parlait du premier looping, il ne parlait pas de son looping, mais de celui de son avion. D'ailleurs, pourquoi donner un nom anglais à une invention française? Pourquoi on l'a appelé looping? D'ailleurs, pour tout vous dire, en Angleterre, on disait boucler la boucle, alors qu'en France, on disait looping the loop. Pas mal. Je m'étouffe. Tout simplement parce que, dès 1903, 10 ans auparavant, il existait une attraction foraine à Villa Park qui s'appelait le Looping the Loop. Et effectivement, c'était une sorte de montagne russe, pour le coup, où on pouvait faire une double boucle. Donc en fait, l'expression looping existait déjà. Même si le looping aérien, lui, n'existait pas encore. Alors j'aime bien aussi cette photo. Par là, je bouclerai la boucle. Là, c'est le début de sa tournée. Là, il est avec le Carole Ier, qui lui a décerné des médailles, d'ailleurs, qui sont présentées au musée Pégoud. En 2012, avec la famille Pégoud que j'ai rencontrée et avec qui j'ai lié une véritable amitié en 2006, nous avons créé pas mal de choses ensemble, à savoir donc un petit musée, à Montferrat même. La mairie leur a donné un petit local. Et donc, évidemment, on a mis tous les effets personnels de Pégoud. Donc, si vous passez par là-bas, je vous dis, pour aller faire votre provision de chartreuse à Voiron, juste à côté, n'hésitez pas à passer par Montferrat et à découvrir ce petit musée. Voilà, la tournée européenne, je vous en ai parlé. Au moment où il allait partir pour les États-Unis, où de juteux contrats l'attendaient, c'était fin juillet 1914. Il avait fait installer, il avait fait préparer 2 avions qu'il avait fait mettre dans des caisses. Il les avait fait installer à bord de l'Imperator. Un immense bateau, une sorte de paquebot, un des plus beaux de l'époque d'ailleurs. Ah voilà, ça déjà je vous remontre. C'est le fameux l'exposition internationale de locomotion aérienne au Grand Palais à Paris, en 1913, donc fin 1913, en décembre, avec la photo, vous voyez, de Pégoud et les exhibitions qu'il avait su faire. Ça, c'est différentes affiches que j'ai retrouvées, vous voyez, là, Hanovre,
ici Brookland, en Angleterre, à Johannisthal, près de Berlin, Prague, où du coup, mon ami et moi, nous sommes rendus sur ces traces. Ça, c'est un superbe tableau que j'ai eu la chance de pouvoir acheter. Et donc j'ai l'original. Il a été peint justement à Prague, je ne l'ai pas trouvé là-bas, par Liba Leparova en janvier 1914. Donc ça, c'est une des pièces maîtresses de ma collection. Ainsi que cette photo qui a été, donc vous le voyez, dédicacée par lui-même le 29 décembre 1913, qui a été prise par un très très grand photographe de Prague également. C'est qui faisait le monsieur, hein, du coup, avec fort de cette notoriété, il a gagné un petit peu d'argent avec tous les meetings qu'il a fait. Alors du coup, il mettait, vous savez, des cols ionites, c'est des cols amidonnés, très rigides, il mettait des chapeaux, il se baladait toute la de jour, enfin, il faisait le monsieur, quoi. Vous voyez, petit chapeau mou sur le côté, bon, enfin là, ça va encore. Voilà le col dont je vous parlais, j'en ai un. Du coup, la marque Ionite a édité un col qui s'appelait le col Pégou. Il a essayé de lancer la mode, apparemment ça a marché. Voilà, il met même une mouche là sous l'œil, vous avez vu. Figure de mode. Là, il est à Milan, avec le comte de Turin. Ici en Allemagne, en train de lire le journal. Je vais passer assez vite fait sur les diapos. Là, en Russie, à Moscou, je vous en parlais tout à l'heure. Là également. En Hongrie, là également où il embrasse sur la bouche, hein, c'était la coutume. Et voilà, le New York Times qui évoque les exploits de Pégou. Et donc je vous disais que sur le point... Ah bah tiens, j'ai enlevé la diapositive du bateau, c'est dommage. Ouais, j'ai dû trouver que c'était hors sujet. Donc sur le point de partir aux États-Unis, ces deux avions embarqués sur l'Imperator, il a tout juste le temps de les faire débarquer en urgence, car nous sommes le 1er août 1914 et la guerre de 14 vient d'être déclarée. Il fait transférer ces avions au Havre, où ils vont rester quelque temps, jusqu'à la fin de la guerre. Et pour aller un peu plus vite, je passerai sur la Première Guerre mondiale, sur ses exploits militaires. Mais sachez qu'il a été donc du coup le premier as de la Première Guerre mondiale, avec 6 victoires à son actif, au 31 août 1915. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, personne n'avait atteint un tel succès. Il avait même fait, d'ailleurs, en une seule sortie, un triplé gagnant, c'est-à-dire qu'il avait abattu, en un seul décollage, 3 avions ennemis. Et peut-être un peu trop sûr de lui, alors il défendait la région de Belfort. Au matin du 31 août, il entend un avion qui s'approche des positions de Belfort. Sans en attendre l'ordre, Pégou monte à bord de son avion, décolle, droit sur son objectif. Il s'agit d'un Taube. C'est un avion 24 mètres d'envergure, très lourd, très poussif, et on dirait presque, et c'est le cas, parce qu'on aura le rapport par la suite, attendait Pégou parce qu'ils venaient de trouver une parade, ils avaient fait blinder leur avion. Ils venaient en fait tester un avion qui avait été protégé par un blindage. Et donc Pégou fonce dessus, comme il en avait l'habitude, il se place comme il faut à l'arrière, légèrement en dessous, pour tirer avec sa mitraillette qu'il avait fait installer sur le plan supérieur de son biplan. Là, il était équipé d'un Nieuport 11, comme tous ses camarades d'ailleurs, et il tire, et effectivement, les balles ricochent. Malgré tout, l'équipage, il s'agissait de M. Kandulski qui pilotait, et le lieutenant von Bilitz qui était à l'arrière, ils sont quand même pas très sûrs de leur système, et à un moment, ils pensent que le moteur a peut-être été touché, en tout cas le réservoir. Donc von Bilitz tape sur l'épaule de Kandulski en lui disant « Allez, on rentre, on va voir ce que ça donne. » Et von Bilitz, sans même regarder véritablement ce qu'il fait, tire une dernière salve dans la direction de Pégou, et ne s'aperçoit même pas qu'il vient de le toucher d'une balle en plein cœur. 2000 mètres d'altitude, Pégou, droit vers le sol, vient s'écraser. À Petit Croix, un petit village, qui lui rend hommage chaque année. Pégou est mort, donc évidemment tout son régiment, toute son escadrille se précipite. Il semblerait qu'il ne soit pas mort sur le coup, puisque son acte de décès évoque un décès pendant son transport vers l'hôpital de Belfort. Et l'équipage allemand qui apprend la nouvelle quelques jours plus tard, donc il est enterré à Belfort le 3 septembre 1915, et le 6, par la presse française, Kandulski et Bilitz apprennent qu'ils ont descendu Pégou,
Pégou qui devait admirer certainement avant la guerre, puisque je vous rappelle qu'il était allé à Berlin, qu'il avait été à 2 reprises d'ailleurs là-bas, en octobre puis en mars 1914. Tellement touchés par ce qu'ils venaient de faire, ils ont fait réaliser une couronne de laurier avec un message signifiant, là c'est effectivement la chapelle ardente à Belfort, l'énorme convoi funéraire. 6000 personnes sont venues assister à ces obsèques. Je reprends la main. Ça, c'est les obsèques. Voilà la fameuse couronne qui a été donc ramassée. Alors, le message, pour les besoins de la carte postale, a été réécrit, mais là, il est d'origine. Il semblerait même que les gens de Belfort venaient récupérer des feuilles en souvenir, etc. Et donc, quel plus bel hommage, finalement, que cette couronne envoyée par l'ennemi lui-même. Voilà, par la suite, Pégou, les restes de Pégou vont être transférés à Paris. Une grande cérémonie aura lieu à Notre-Dame de Paris en 1923, en octobre 1923, j'ai un doute d'un coup. Voilà, la cérémonie, 1923, oui, 1920, pardon. Le 23 octobre 1920, c'est ça. Et il est enterré depuis au cimetière Montparnasse. Ça, c'est sur place, justement. Il y a eu, évidemment, tous ses camarades. Sur sa tombe, enfin plutôt sur le monument qui a été érigé par le journal Le Matin, avec une souscription, Jules Védrine a indiqué « Avant lui, nous ne savions pas voler. Il nous a appris à voler, donc. » Et j'ai pu véritablement le texte en tête, mais en gros, il dit que on lui doit une part importante justement dans la victoire sur la guerre 14-18, parce que c'est lui qui a finalement démontré toutes les manœuvres utiles pour les combats aériens qui se sont succédés, tous les grands as qui sont nés des exploits de Pégou. Voilà, j'ai terminé ma conférence. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.